propose qu'on ouvre la séance. Ok. Allez, c'est parti. Donc, déjà, merci à ceux qui se sont connectés à l'instant de nous avoir rejoints. On va rapidement revenir sur l'objet de notre intervention, qui est aujourd'hui sur les outils décisionnels. Donc, les enjeux de mise en œuvre de tableaux de bord dans les entreprises et pas que. Et justement, aujourd'hui, on a 3 experts de différentes sociétés qui se présenteront, qui vont intervenir sur cette thématique sous un format un peu inédit. Et on a quelque part voulu jouer un peu avec le format et changer un petit peu des webinaires qu'on peut voir en ce moment en proposant une battle où chaque expert va confronter sa vision, son avis, mais toujours dans un esprit bienveillant. Et c'est ce qu'on a souhaité au travers de l'association Digital 113 que Anne va vous présenter juste après, puisque nous représentons la Factory Valorisation des données, donc qui est une sorte de commission qui réunit des gens qui s'intéressent à ce sujet de valorisation des données et qui échangent et partagent sur ces thématiques au sein de Digital 113 sur donc, la région Occitanie. Donc, simplement, pour revenir rapidement sur l'agenda, on s'est donné 1h30, donc de 11h à 12h30, pour balayer les différents sujets. Donc, une petite intro sur qui est Digital 113 qui sera réalisée par Anne. Ensuite, je vous présenterai rapidement la Factory Valorisation des données pour ceux qui ne connaissent pas le sujet. Et puis, on introduira le thème du jour avec une présentation de nos 3 experts qui auront 10 minutes chacun pour nous convaincre. Et ensuite, on aura une session ouverture sur des questions et des échanges qui pourraient être un petit peu plus interactifs pour vous permettre aussi de poser vos questions très personnalisées. Voilà. Puis ensuite, on vous fera une petite intro sur les prochains événements qui seront proposés par la Factory Valorisation des données. Donc, n'hésitez pas, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez besoin d'intervenir pendant le déroulé, vous avez le chat sur lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions. Moi, je ferai en sorte de faire une synthèse s'il y a des questions qui se recoupent pour qu'on puisse les poser après l'intervention des 3 experts. Et Anne pourra aussi vous répondre sur les questions concernant Digital 113 et les moyens d'adhérer, puisque c'est un cluster qui représente les sociétés du digital en Occitanie. Et donc, nous sommes tous adhérents, tous les experts qui présentent aujourd'hui sont adhérents de ce cluster. Donc, Anne, je te laisse rapidement présenter Digital 113. Je vais revenir. Je vais arrêter le partage comme ça, tu peux. Ouais. Merci. Donc, rapidement, parce que je pense que la plupart de vous nous connaissez. Donc, moi, je suis Anne Fuchs, donc je travaille pour Digital 113, qui est donc le cluster d'entreprises du numérique en Occitanie. Donc, à peu près 350 entreprises. L'objet, c'est de mettre en réseau, de fédérer, de favoriser donc, le développement de vos entreprises. Donc, on a plusieurs types d'actions pour vous donner de la visibilité, pour faire monter en compétences, pour vous aider au recrutement. Voilà. Actuellement, donc, dans ce contexte un petit peu particulier du Covid-19, on fait tous les matins de 8h30, oui c'est ça, à 9h30, un café visio sur différentes thématiques. Donc, la thématique, alors aujourd'hui on est quoi, le 28, donc aujourd'hui c'était sur le financement. Demain, on va faire un tour d'Europe sur quelles opportunités et outils export pour repartir à l'international en sortie de crise. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur notre site internet digital113.com l'ensemble, ou .fr, je sais plus, l'ensemble de nos cafés visio. Voilà. Et donc, dans le cadre de ce cluster, on fait également, comme l'a expliqué Gaëlle, des factories, qui sont donc des groupes de travail pilotés par des chefs d'entreprise ou leurs collaborateurs sur différents thèmes. Et donc, le thème aujourd'hui, c'est la valorisation des données. Donc, je vais laisser Gaëlle présenter ce qu'on fait dans le cadre de cette factory. Voilà. Donc, rapidement. Donc, si vous avez des questions, moi, je vous invite à aller sur notre site ou me contacter directement voilà, sur mon mail qui est anne.enfoux@digital113.fr. Je pense qu'on peut même le mettre sur le chat comme ça. Oui, je vais mettre de suite. Et je vais mettre même mon téléphone. Voilà.
Merci Anne. Donc effectivement, je reviens sur la présentation rapide de cette factory. Donc l'enjeu et l'objectif pour nous, hein, donc on est tous des entrepreneurs comme vous, hein, on a chacun nos sociétés. Moi-même, je suis président de la société Datasulting qui intervient dans la valorisation des données. Et Jérôme est également un représentant qui va se présenter également tout à l'heure. Et Simon et Antoine ont également leur société et interviennent sur des sujets de data visualisation et de valorisation des données au sens large. Donc, notre objectif au sein de Digital 113 par ces factories, c'est de partager à la fois les bonnes pratiques et les enseignements de chacun des contributeurs à cette factory et de pouvoir les partager avec le reste des adhérents. Alors, ça peut être autant des thématiques qui peuvent être liées à des aspects réglementaires. On a par exemple une avocate qui intervient sur les aspects RGPD, protection intellectuelle, et des aspects plus pratiques comme celui d'aujourd'hui, sur des cas d'usage de mise en œuvre de la valorisation des données. Alors, Simon, aujourd'hui, qui est présent, lui, est en charge de la factory valorisation des données et représente la partie ouest du territoire. Et moi-même, je représente la partie est en tant que pilote sur ces aspects. Mais pour autant, on se synchronise bien et on communique bien, à la fois sur Toulouse et sur Montpellier. Et on lance des initiatives au niveau local. Donc, les initiatives peuvent remonter depuis n'importe qui. Hein. Typiquement, on a plusieurs personnes qui sont intéressées par le sujet éthique et data. Donc ça, si c'est des sujets qui intéressent, on peut tout à fait organiser des événements dans le courant de l'année sur ce sujet. Dans tous les cas, notre objectif à nous, en tant que pilote, c'est de pouvoir vous proposer un contenu, un partage au moins une fois par mois sur une thématique qu'on aura présélectionnée sous un format qu'on pourra définir ensemble. Aujourd'hui, c'est le format Battle en mode webinaire parce que l'actualité nous impose, entre guillemets, le format à distance. Mais on peut tout à fait aussi organiser des ateliers en présentiel quand l'actualité nous permettra à nouveau de réaliser ce type d'événement. Donc, tout type de partage ouvert. Et puis, voilà, si vous avez des questions, des attentes particulières, n'hésitez pas sur le chat aussi à nous remonter ce que vous aimeriez voir et entendre au sein de ces factories. Donc l'idée, encore une fois, c'est un pilotage participatif et les participants sont les adhérents de Digital 113. Donc pour pouvoir participer à cette factory, il faut bien entendu être adhérent. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de la factory. Je vous propose de présenter, alors je vais partager de nouveau mon écran, de présenter chaque intervenant et de vous présenter la battle du jour. Hop. J'espère que vous voyez mon écran correctement. OK. Donc, pour revenir sur l'objet de l'intervention du jour, la question qui se posait, c'est des sujets qui reviennent chez tous nos clients respectifs, alors principalement dans les PME pour ce qui est de l'intervention du jour, mais on intervient aussi pour la plupart d'entre nous chez des grands comptes. C'est pourquoi, alors ça c'était un petit peu la question rigolote ou qu'on a voulu un petit peu impactante. Pourquoi quitter Excel pour un vrai outil de pilotage? Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous, et tout comme les gens avec qui on travaille, commencent et utilisent beaucoup Excel pour piloter leur activité, mettre en place leurs indicateurs, leur tableau de bord. Et aujourd'hui, vous allez voir que les experts qui interviennent vont vous présenter d'autres outils qui sont des outils décisionnels, ou on peut appeler ça aussi outils de pilotage d'entreprise, qui permettent d'aller plus loin que ce que peut faire Excel et surtout de le rendre plus fiable et de le simplifier dans l'usage au quotidien des différents métiers de l'entreprise. Donc, les questions qu'on va chercher à aborder ou sur lesquelles on va chercher à se positionner, c'est comment bien choisir cet outil en fonction de votre profil, la taille d'entreprise, etc., les métiers que vous exercez. Quels sont les outils qui existent? Donc aujourd'hui, on va parler de 3 outils différents qui vous seront présentés tout à l'heure. On va parler notamment de Power BI, de Qlik et de l'outil de Flutilian qui est Flutibase, si je ne dis pas de bêtises, Simon. Tout à fait, exactement. Bon. On parlera des choix à faire. Est-ce qu'on fait du sur-mesure ou est-ce qu'on prend une solution sur étagère? Enfin, quels sont les enjeux autour de la mise en œuvre d'un outil décisionnel? Combien ça coûte? Parce que forcément, quand on veut passer d'Excel à autre chose, il faut parler d'investissement. Éventuellement, quels sont les gains qu'on peut en attendre ou l'impact que ça va générer sur mon organisation? Et ensuite, bien entendu, on est ouvert à toutes les questions qui peuvent faire du sens pour vous et sur lesquelles vous attendez des réponses sur cette thématique.
maintenant qu'on a réintroduit le sujet, je vous propose qu'on passe directement à la présentation de nos experts. Et je commencerai par Simon. Simon, je t'invite à te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Simon Bretin. Donc, moi, j'ai créé la startup qui s'appelle Fleutilient. Donc, on est côté ouest, comme l'a dit Gaël tout à l'heure, à Toulouse. Notre métier, c'est d'accompagner les ETI et collectivités sur un processus de valorisation de données, notamment de pilotage. Mais j'y reviendrai effectivement plus dans le détail tout à l'heure. On est une jeune entreprise, on est 5 collaborateurs aujourd'hui, un peu plus d'1 an et demi d'existence. Voilà un petit peu pour le track record. Comme l'a dit Gaël, je suis également vice-président de Digital 113 et puis animateur de la Factory Valorisation des données côté ouest et ravi de co-animer ça à l'échelle Occitanie avec Gaël notamment, Anne bien sûr, et Magali qui doit peut-être être en ligne là, par là. Merci Simon. Antoine? Bonjour à tous, Antoine Pensiolelli, donc Société Vidéo, je suis le cofondateur de la société. Nous avons la spécificité d'être une coopérative basée à Montpellier. Et notre métier, c'est la construction d'outils de pilotage et les outils d'aide à la décision. Voilà. Nous travaillons beaucoup avec Click, donc je présenterai la solution Click. Merci Antoine. Et Jérôme? Oui, bonjour, Jérôme Hugueny. Moi, je dirige l'activité conseil de Datasulting. Donc, on est des spécialistes de la data, que ce soit dans les aspects décisionnels ou data science. On conçoit, on réalise des solutions décisionnelles, notamment avec Power BI, que je vous présenterai aujourd'hui, mais pas que. On n'est pas maqué avec Microsoft, donc j'essaierai de vous donner une vision neutre du sujet. Enfin neutre avec les avantages et les inconvénients. Enfin, on est également utilisateur, nous, d'un ensemble de solutions parce qu'on réalise des études de data pour nos clients. Et puis, on est aussi formateur sur le sujet Power BI, donc que je connais bien. Merci Jérôme. Écoutez, maintenant qu'on a fait les présentations de chacun, je vous propose qu'on rentre dans cette fameuse battle. Donc, les règles sont assez simples. Vous avez 10 minutes chacun. Donc, je demande à Anne de bien tenir le chrono parce qu'il n'y aura pas une minute de plus. Chacun va intervenir sur son sujet. Donc, Jérôme va débuter avec Power BI. Ensuite, on passera à Antoine qui passera sur l'approche Click. Et Simon avec Fleutilient. Donc, je vous propose de démarrer dès maintenant avec Jérôme. Top chrono, c'est parti. Ok, alors je vous partage mon écran. Hop, je démarre le chronomètre. Donc, je vais vous parler de l'outil Power BI, qui est un outil décisionnel qui couvre donc 3 types d'utilisation que je vais illustrer par une petite démonstration. Mais en gros, la première utilisation, c'est un outil de pilotage qui est dédié aux directeurs, aux managers, qui ont besoin de visualiser des données de manière interactive. On verra ça tout à l'heure. Le deuxième sujet, le deuxième usage, c'est pour les analystes de données qui ont, eux, besoin de construire des analyses, de croiser des données, de calculer des indicateurs. Donc là, c'est plutôt dédié aux contrôleurs de gestion, aux chargés d'études marketing, qui eux-mêmes produisent des rapports qui vont être utilisés par les managers, les directeurs. Et puis enfin, il y a un troisième usage qui est un petit peu plus invisible, c'est la préparation des données pour mettre à disposition des data analystes un certain nombre de sources de données qui sont utiles pour ces data analystes pour construire les analyses. Alors, une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours. Là, je vous présente la vision telle qu'un manager ou un directeur pourrait le voir, donc un tableau qui est déjà prédéfini, qui est partagé sur Internet avec gestion des droits. Alors là, c'est un sujet neutre, ce n'est pas un sujet client, c'est juste un démonstrateur qui tourne autour du coronavirus. L'intérêt de ce type de solution, c'est que l'on peut mettre en forme des données qui sont issues de bases de données, issues de fichiers Excel, de fichiers Google Sheet. Je reviendrai un peu sur les sources, de manière dynamique. Et je pense que c'est vraiment cet aspect dynamique qui différencie. Donc là, je vous présente par exemple une vision de la diffusion du coronavirus dans le monde. Et si l'utilisateur veut faire un petit zoom sur l'Europe et puis regarder sur la France, par exemple, ou si on regarde sur l'Europe, quels sont, en fonction du statut des pays, tiens, on va regarder, attendez, je déplace mon truc, on va regarder tous les pays qui sont en accélération. Voilà, ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'avec une interactivité, on peut visualiser et creuser dans les informations en faisant des filtres. Et ça, c'est quelque chose qui change fortement par rapport aux outils Excel traditionnels, parce que là, on a une interactivité entre ce que l'utilisateur fait et
ce qu'il peut voir. Donc, il est autonome, en fait, pour creuser ses analyses. On a également la possibilité de montrer des indicateurs un petit peu avancés. Là, je vous montre, par exemple, pour ce qui est du coronavirus, le taux de test négatif, qui est un indicateur relativement important pour le suivi de la diffusion. Là, on a besoin de calculer une mesure qui est un petit peu élaborée parce qu'on va faire une moyenne sur les 7 derniers jours de la somme des tests. Voilà. On peut faire des indicateurs avec le chiffre d'affaires year to date, comparé à l'année passée, période équivalente, des choses comme ça, et ça reste interactif. Et du coup, pour le directeur, c'est quelque chose, enfin pour la personne qui veut prendre des décisions, c'est quelque chose d'assez sympathique. Par ailleurs, ça peut travailler sur des données assez volumineuses. Donc ça, c'est la partie utilisateur-directeur. Si on va voir un petit peu la partie création de données, donc là, c'est pour le data analyst, pour le contrôleur de gestion, le chargé d'études marketing. Lui, il a une interface qui permet de calculer tout plein d'indicateurs, de construire les visualisations. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a un langage de définition des mesures et des indicateurs qui est assez sympathique. Et je pense que ça, c'est propre à toutes les solutions décisionnelles. Vous verrez probablement l'équivalent côté Flutilent ou Qlik. Ce n'est pas propre à Power BI, mais par contre, vous avez cette interface qui est assez sympathique pour permettre de croiser des données, définir des nouveaux indicateurs. Et puis, on peut croiser des données en provenance de plusieurs sources. Et puis enfin, sachez qu'il y a une autre partie que je ne détaillerai pas, qui est pour tout ce qui est préparation de données, pour mettre à disposition des jeux de données. C'est des choses qui sont assez puissantes et qui permettent d'automatiser des transformations de données. Là, dans l'exemple, on va chercher des données de l'INSEE, des données de Santé publique France, des données de l'ONU, des données de l'API géographique du gouvernement, des données du Centre for Disease Control européen. Et on croise tout ça pour réaliser un jeu de données. Donc voilà pour ce qui est de la micro-introduction à ce que c'est qu'un outil décisionnel. Ce que je vous invite à retenir, c'est un aspect ergonomique, la capacité à partager des données, des indicateurs et surtout l'interactivité qui est très sympathique pour les utilisateurs. Alors après, la spécificité de la solution Power BI de Microsoft, c'est de vous proposer un système qui soit à la fois best in class. Leur vision, c'est le meilleur. Et aussi le moins cher. Alors vous allez me dire comment c'est possible, est-ce que c'est crédible ou pas, est-ce qu'ils tiennent la promesse? Alors le meilleur, si on regarde ce qu'en disent les instituts de comparaison de logiciels, effectivement ils positionnent Microsoft comme un visionnaire et puis une solution qui est parmi celles qui sont les plus riches fonctionnellement, technologiquement. On peut le challenger un petit peu, mais quoi qu'il en soit, ça restera une solution qui est assez avancée en termes de fonctionnalité. Et après, le low cost, alors comment réussir à faire ça en low cost? Quelque part, ils ont pris des arbitrages, notamment le fait de cibler des PME, c'est-à-dire cibler du volume, quitte à avoir, en gros, vendre moins cher, mais à plus de gens. Ça, c'est leur positionnement. Ils vendent également leur outil sous forme de software as a service, donc en infrastructure mutualisée. Ça, c'est aussi un moyen de réduire les coûts parce que vous n'avez pas de serveur à installer, pas de serveur à administrer, donc ça limite les compétences. Et puis, vous avez un support en Inde qui permet de réduire les coûts côté Microsoft. Et quelque part, ça, c'est les gens qui vont vous aider si vous avez un problème. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il y aura un problème de langue et que vous n'aurez pas un interlocuteur engagé pour répondre à vos problèmes quand vous aurez un souci. Donc, ils arrivent à faire du best-in-class low-cost, mais quand même, il y a 2-3 petits sujets. Alors, en termes de coûts, j'ai mis les deux principaux concurrents. Désolé Rémi, mais c'est les deux au niveau mondial. Je te souhaite d'apparaître bientôt dans ce tableau. Mais en tout cas, en termes de tarifs, si on regarde des choses comparables, le service online, on est dans un ratio de 1 à 9 avec Tableau, qui est un des principaux concurrents, et de 1 à 4 avec Qlik. Peut-être qu'on reviendra sur les tarifs, mais en tout cas, ils ont un positionnement volontairement agressif. Une autre spécificité que je veux mettre en évidence, c'est l'aspect développement agile de cette application. Donc Power BI est un outil qui évolue avec des cycles courts de l'ordre. Alors là, j'ai mis agile, c'est un petit peu la théorie, mais la pratique pour Power BI, c'est que tous les mois, il y a une nouvelle version sans modification de coût, avec des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est pratique parce que ça enrichit les fonctionnalités.
Il y a même un backlog qui est public, de sorte que Microsoft répond aux attentes des utilisateurs, en tout cas en partie. Il y a des fonctionnalités qui n'arrivent jamais et que Microsoft, je pense, ne développera jamais pour des questions de licence, mais peu importe. Microsoft est relativement à l'écoute de ses utilisateurs. Par contre, l'impact, et ça c'est probablement relativement étonnant pour des gens, des utilisateurs de solutions professionnelles, c'est qu'il y a des bugs parfois. Ça arrive, c'est une réalité, et on ne peut pas considérer que cette solution soit la plus stable du marché. Nous, on a rencontré, depuis 2016 que l'on utilise, 2 bugs relativement majeurs, et d'ailleurs, c'est tout à fait de circonstance parce qu'il y en a un actuellement qui empêche d'accéder aux jeux de données. Bon. Et puis, dernier élément un peu problématique, c'est que comme la solution évolue en permanence, c'est relativement difficile d'avoir des contenus de formation qui soient à jour et de se tenir, voilà, de bien connaître la solution. Donc ça, c'est un enjeu assez complexe pour les compétences des équipes. Un autre inconvénient qu'il faut connaître, c'est que cette solution, même s'elle est compatible avec le monde extérieur, a quand même tendance à vous enfermer dans le monde Microsoft, avec notamment une obligation de fonctionner sous Windows pour tous les concepteurs de rapports. Ce n'est pas le cas pour les directeurs et les managers, mais par contre, c'est le cas pour les gens qui conçoivent les rapports et préparent les données. Et puis, il y a des opportunités, des fonctionnalités qui ne fonctionnent que dans le monde Microsoft. Notamment, on ne peut pas lire automatiquement des données qui sont stockées dans Google Sheets, alors qu'on peut faire la même chose avec Excel for the Web. Alors, il n'y a absolument pas de raison de blocage technologique. C'est juste une question d'ouverture Microsoft vers le monde autre. Et en gros, on peut lire des données Google Sheets, mais à condition d'avoir une machine qui fonctionne sous Windows. Et du coup, on n'a plus la promesse de fonctionner sans infrastructure. Pareil pour SQL Server, OneDrive, Active Directory. Donc, il faut avoir conscience que ça vous enferme un petit peu dans le monde Microsoft. Et en conclusion, cette solution est particulièrement adaptée pour vous. Alors, si vous êtes en train de construire votre premier système d'information décisionnelle, si vous avez déjà un existant et fait un choix, ce n'est pas forcément judicieux de passer d'une autre solution à Microsoft. Si vous avez peu d'argent, parce que c'est clairement une solution qui est relativement compétitive, notamment dans son option sans infrastructure, qui ne nécessite pas du coup d'avoir un administrateur de système d'information, de base de données chez vous. Si vous êtes dans un monde compatible Microsoft, et puis ça aura des impacts sur votre équipe parce que votre équipe devra d'une part être bilingue pour parler avec le support si nécessaire, et d'autre part être relativement agile pour utiliser une application qui évolue en permanence. Et c'est très orienté self-service BI, et je dépasse un petit peu le temps, mais ce n'est pas pour vous. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs, parce que le business model n'est pas adapté, si vous avez besoin d'un interlocuteur engagé, parce que votre seul interlocuteur, c'est le support en Inde, si vous avez besoin de stabilité, parce que oui, ce n'est pas la solution la plus stable du marché, si vous avez besoin d'une garantie de performance, parce que l'aspect infrastructure mutualisée ne vous garantit pas les performances, même si globalement, c'est quand même assez performant, vous n'avez pas cette garantie. Si vous êtes francophone, effectivement, ça sera un problème pour vous. Et si vous avez besoin de publier des rapports PDF par email, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas, qui est un petit peu antinomique avec l'approche BI self-service. Je vous rends la parole. Merci. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Nickel au niveau du timing. Donc Anne, je ne sais pas, je n'ai pas vu à la seconde près, mais je te fais confiance. Je propose à Antoine de prendre le relais avec Click. Je vais partager mon écran aussi. Vous voyez l'écran? C'est bon? Oui. Bon, c'est bien parce que l'introduction de Jérôme a été assez complète. Finalement, Click et Power BI se ressemblent sur beaucoup de points. Bon, juste rapidement, en 2 mots à Viséo, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ne savais pas si on se présentait à ce moment des 10 minutes ou avant. Viséo, donc, on est une société de services spécialisée dans les outils de pilotage et voilà, on fait beaucoup d'aide à la décision. L'idée, c'est d'aider les entreprises à concevoir leurs outils de pilotage. On est à Montpellier, on est une quinzaine de collaborateurs. Donc, pour revenir sur la partie Click, donc on retrouve beaucoup de points sur l'agilité, sur les mises à jour régulières du produit, tout ça, ça se ressemble beaucoup sur l'associativité. Donc les points forts, nous on aime beaucoup travailler avec ce produit pour plusieurs raisons. C'est que les points forts, c'est le moteur associatif. Donc ça, on va retrouver exactement ce qu'on a vu dans Power BI, une interactivité en temps réel qui permet de fouiller dans les données, que je vous montrerai dans 2 minutes.
On a aussi la possibilité de s'intégrer de manière vraiment intéressante au SI de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une version cloud, il y a une version on-premise aussi, il y a beaucoup d'options sur la sécurité, sur l'authentification, il y a plusieurs options d'infrastructure à travers des Windows Server ou du Kubernetes. Voilà, donc en termes d'intégration au SI déjà existant, ça offre des possibilités qui sont vraiment intéressantes. On a plusieurs approches, donc ça je reprends exactement ce qu'on vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on peut avoir une approche vraiment tableau de bord, donc avec de la consommation, plus pour des décideurs high level, qui vont pas analyser, qui vont pas créer leur propre tableau de bord, mais qui vont simplement les consommer. Mais on a aussi une utilisation en tant qu'analyse de données, on peut charger des données et faire de l'exploration. On peut créer des applications, c'est-à-dire que tous les objets qui sont créés dans ClickSense peuvent être réutilisés dans des sites web tiers et vraiment customisés au plus près des besoins de l'entreprise. Et notamment cette notion d'extension qui permet de créer des nouveaux objets graphiques. Vous n'êtes pas limité aux objets qui sont disponibles dans ClickSense. Vous pouvez aussi apporter, vous pouvez créer vos propres objets en JavaScript qui vous permettent de faire des restitutions customisées. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est tout cet aspect customisation. Un point faible, alors j'ai parlé du langage scripting propriétaire qui est proche de SQL. Je ne sais pas si c'est vraiment un point faible, c'était juste pour souligner que ça nécessitait un niveau d'apprentissage supplémentaire, qu'on ne pouvait pas simplement l'attaquer en SQL. Mais j'ai l'impression que c'est pareil dans les autres produits. Les formules de calcul pour définir les indicateurs, il y a la notion de set analysis qui va être un peu abscon, un peu compliqué à appréhender. Donc là, de nouveau, une nécessité de formation et voilà, il va falloir... ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre en main du jour au lendemain. Selon les besoins aussi, les coûts peuvent monter assez rapidement. On a parlé tout à l'heure d'un coût de 30 $ par utilisateur. Ça, c'est le coût de la licence business. C'est vrai, mais les possibilités sont assez limitées pour ce prix-là. Et si vous voulez avoir un serveur on-premise, si vous voulez avoir des connecteurs spécifiques, etc., il y a un certain nombre d'options qui se rajoutent qui peuvent faire monter le prix de la solution assez rapidement. Donc clairement, pour reprendre un petit peu la formulation, je n'ai pas le slide avec c'est pour vous, pas pour vous, mais si vous avez très peu de budget, ce n'est pas forcément la bonne solution, en tout cas pas sur le long terme. En revanche, si vous avez besoin de quelque chose qui soit vraiment adapté à votre SI avec des contraintes de sécurité fortes et ce genre de choses, là on est sur une solution qui est vraiment intéressante. Il faut aussi prévoir de se faire accompagner, soit par de la formation, soit par du conseil, soit par du service pour mettre en place les outils dont vous aurez besoin. Ou alors prévoir vraiment d'avoir des gens en interne qui soient dédiés à ça. En petite présentation rapidement, donc l'interface, ça ressemble à ça. Donc là, c'est l'interface web, hein, c'est le mode en mode cloud. Donc j'ai préparé une petite présentation qui est un peu moins fournie que celle qu'on a vue sur le Covid. Donc là, on est sur des données de vente simplement. Et c'est pour vous montrer un petit peu le rendu de l'application. Donc l'idée, c'est comme dans Power BI, vous avez vos cartes, l'interactivité est présente, c'est-à-dire que si vous sélectionnez un des produits, vous pouvez descendre dans la hiérarchie des produits et tous vos tableaux de bord se mettre à jour avec votre nombre de commandes, le montant des commandes et la cartographie. Vous avez aussi l'interactivité au niveau de la cartographie. Si vous cherchez à sélectionner juste une zone qui va vous intéresser, vous pouvez zoomer sur la zone. D'accord ? Voilà, donc ça, on retrouve tous ces aspects interactifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en haut, on a la sélection, les sélections que vous avez déjà effectuées. Et quand vous passez en fait d'une feuille à l'autre, donc on peut créer plusieurs feuilles, ces sélections restent actives. Donc en fait, ça veut dire que quand vous êtes sur un contexte d'analyse, vous pouvez après travailler sur ce contexte d'analyse. Donc là, par exemple, si je reprends les feuilles, j'ai créé une feuille dashboard qui présente un peu le cadre général, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, une feuille pour l'évolution, une feuille pour l'analyse par territoire et une feuille de détail. On va pouvoir revenir au niveau de la commande. Et donc, quand vous aurez sélectionné en fait, finalement le groupe de données qui vous intéresse, vous allez pouvoir naviguer comme ça d'analyse en analyse, donc l'analyse sur l'évolution. Voilà, j'ai qu'un seul groupe évidemment qui est ouvert, mais après je peux ouvrir par produit. Voilà. Bon, ce sont des feuilles assez simples, hein, je n'ai pas pris le temps de développer énormément, mais voilà, ce sont une analyse par territoire. Et après, si vous voulez savoir exactement la liste des commandes qui vont vous permettre, qui ont généré finalement les tableaux de bord sur lesquels vous étiez en train de travailler, vous pouvez descendre jusqu'à la granularité la plus fine et diagnostiquer une valeur incohérente ou
un problème de marge ou ce que vous avez envie le sujet sur lequel vous êtes en train de travailler. Ça, c'était pour la partie tableau de bord. Voilà. Et après, juste pour vous montrer rapidement, ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est la partie analyse de données. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, en gros, comment ça se passe? On crée une nouvelle application. Alors, je me suis permis d'aller chercher les données Covid juste pour la France, pour le coup, histoire de montrer un petit peu. Mais je n'aurai pas du tout le même résultat, ça c'est clair. Mince, pardon, je n'ai pas pris la bonne appli. On revient. C'est autre chose, ça. Donc, quand vous ouvrez une application, vous avez une application vierge comme celle-là. Pardon. J'essaie de revenir dessus. Hop. Voilà, pour ajouter vos données, ça se fait à travers un simple drag and drop. Donc ça, ce sont les données que j'ai téléchargées des sites de gouvernement. On aurait aussi tout à fait pu aller se connecter directement sur le site. Évidemment, là, pour sécuriser la démonstration, j'ai préféré les télécharger sur mon poste. Donc là, les données se sont chargées. Et là, en fait, la première interface qui vous est proposée, c'est une sorte de moteur de recommandation par rapport à ce que vous pourriez analyser. Donc, si vous êtes intéressé par le nombre d'actes, par exemple sur le Covid, vous cliquez dessus, et il va vous proposer par défaut un certain nombre de graphiques plus ou moins pertinents. L'IA qui est derrière ça n'est pas forcément génial, mais voilà, ça permet quand même d'avoir, par exemple ici, on a un graphique sur le nombre de passages en fonction de la date et de la classe d'âge. Si on trouve ça intéressant, on peut l'ajouter à une nouvelle feuille. Et ensuite, quand on passe sur la feuille, on retrouve le graphique. Et là, on peut continuer à travailler dessus et à l'améliorer. D'accord? On peut aussi de la même manière ajouter une cartographie. Carte ici. Je prends la carte parce que c'est toujours l'objet qui est un peu visuel, évidemment, où on définit ici les couches qui nous intéressent. Donc, si je veux une couche par département, parce que là, on a des données qui sont au niveau du département. Voilà, département. Alors là, évidemment, ça ne marche pas. Ça, c'est fait. Donc là, il faut lui dire qu'on est en France, parce que forcément, il ne se retrouve pas, tout seul. Voilà, et après, si je veux des couleurs... Alors, je n'ai pas créé de mesure, là, mais si on va les créer au fur et à mesure. Sur le nombre de passages aux urgences, par exemple. Antoine, il te reste 2 minutes. Hein, je sais pas. J'ai terminé. Donc, voilà. Non, mais... Et un petit point, c'est ça, présent administratif. Vous voyez quand même un petit travail de customisation pour que ça marche, mais moyennant une petite connaissance du système et après un peu d'entraînement, on arrive assez facilement à obtenir ce qu'on veut. Voilà, de toute façon, c'est ce que je voulais vous montrer, c'était un petit peu l'aspect du produit, et donc revenir en dernier point sur ce côté, ne pas oublier la montée en compétences et de consacrer du temps au produit si vous voulez l'exploiter de manière efficace. Je laisse la parole, c'est bon. Merci Antoine, c'était très clair et très sympa. Merci. Il te restait 1 minute si tu veux. Oui, mais... Il y a un message à faire passer à la famille. Bon, merci Antoine de te forcer à tenir ton minute supplémentaire. Du coup, j'invite Simon à prendre la main sur la présentation de Flutilian et de Flutibase plus particulièrement. Tout à fait. Merci Gaël. Merci à tous les deux. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai créé Flutilian. Alors, Flutilian étant une entreprise un poil plus petite, je vais me permettre quand même de faire quelques présentations, certainement une entreprise moins connue. Partager rapidement la vision avec laquelle je l'ai créée, nos solutions, et puis après rentrer dans le même principe de Battle Card et peut-être c'est pour vous, c'est pas pour vous. Donc, j'ai créé Flutilian avec la vision que quand on est dans une entreprise, une organisation, on essaie de comprendre ce qui se passe, bâtir une stratégie. On a souvent le sentiment de traverser une forêt un peu sombre. Et qu'aujourd'hui, quand on cherche bien, quand même, on trouve plein de données à droite, à gauche, dans des ERP, dans des CRM, et ça vient éclairer un peu notre vision, notre compréhension du sujet.
La réalité de laquelle je suis parti, c'est qu'en fait, des données, on en a en général beaucoup trop. Chacun a son petit fichier Excel dans son coin. On a des ERP qui sont incohérents les uns avec les autres. Et donc, au final, on finit par être ébloui. Donc, c'est certainement mieux que la forêt sombre, mais ça ne répond pas forcément au sujet. Et donc, l'objet de Flutilian, c'est d'aider les entreprises et les organisations à mieux comprendre leurs données en les structurant et en facilitant derrière la prise de décision. Du coup, pour répondre à cet enjeu, à cette vision-là, on a fait le choix volontairement de ne pas s'appuyer sur des solutions comme celles qui ont été présentées préalablement, et j'y reviendrai juste après dans la battle card, mais de bâtir notre propre solution dont l'objectif va être assez similaire, hein, bien sûr, de capter des données provenant de plein de sources différentes, de la modéliser, de la stocker, de présenter ces informations de façon assez simple, interactive et en temps réel. Donc, une plateforme SaaS, bien sûr, c'est notre cœur de fonctionnement. L'autre sujet qui a été très important pour nous, c'est qu'on parle beaucoup de données, mais notre sujet, c'était plutôt de partir de questions et de se prendre les approches de mise en œuvre au travers des questions, et donc de partir toujours des questions qu'on se pose pour aller chercher les données qui vont permettre d'y répondre. Et le pari que j'ai fait en créant l'entreprise, c'est que, un peu comme je le dis dans ma vision, c'est que des données, on allait forcément les trouver. Dans la pratique, les clients qu'on a accompagnés avaient effectivement leurs données, ils avaient juste une grande difficulté à aller les chercher. Et donc, je reprends vraiment ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure et qui a été maintes et maintes fois, c'est que l'approche itérative est extrêmement importante. Et effectivement, en tant que jeune entreprise avec une plateforme assez jeune et en phase de montée en puissance, ça rentre aussi totalement dans notre mode de fonctionnement. Voilà rapidement pour la présentation, j'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. Alors, je reviens un peu plus sur la partie BattleCard, puisque je pense que des solutions comme Power BI et Qlik, c'est des solutions que vous connaissez, ou en tout cas dont vous avez entendu parler. Comment Flutilian se positionne par rapport à ça? J'ai pris 3 éléments qui me paraissent clés aujourd'hui. Le premier, c'est le sujet du pilotage versus l'analyse. Jérôme l'a très bien présenté tout à l'heure. Je pense qu'il y a 3 grands sujets. Aujourd'hui, quand on pense à Excel, en fait, Excel couvre les 3 sujets. La préparation des données, l'analyse, vraiment en tant que telle, aller chercher une information, puis le pilotage. Notre enjeu à nous, au-delà de la sémantique, c'est vraiment de se concentrer sur le pilotage. Et clairement, on sera une très mauvaise solution pour tous ceux qui cherchent à faire de l'analyse, qui ne savent pas vraiment quels KPI ils veulent faire, comment il faut le faire. Et par contre, nous, on va être très bon à automatiser ces process-là, automatiser les process de data cleaning, de modélisation de données, de production des indicateurs et surtout de mise à disposition des indicateurs pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que souvent, on pense stratégie, on va définir des grandes lignes, des grandes directions, et puis on va suivre ça tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, dans des comités de direction, dans des comités conseils d'administration. Et nous, on pense que l'opérationnel et la stratégie, ça va ensemble, ce n'est pas le même temps, mais il faut des KPI partagés et il faut surtout des données partagées. Il faut que ces mêmes données soient utilisées des 2 côtés. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec notre plateforme, c'est qu'on va allier l'opérationnel et la stratégie et permettre de répondre aux questions du quotidien pour les équipes opérationnelles, tout en ayant un œil sur le pilotage de la stratégie pour les managers, voire d'autres personnes, et d'avoir une seule et même donnée qui va alimenter ces 2 optiques de pilotage. Le deuxième sujet qui adresse et qui est vrai dans beaucoup d'ETI, ETI de collectivités, ETI ou grandes PME collectivités, c'est que malheureusement, la réalité d'aujourd'hui, c'est que souvent leurs données ne sont pas très structurées. Et donc, on est obligé de passer par des phases de structuration de données dans lesquelles on ne peut pas encore parler d'intelligence artificielle, on ne peut pas encore parler de machine learning, et il faut passer par ces phases de compréhension de données. Et c'est là où nous, on va amener cette solution-là. Encore une fois, souvent, les données sont très peu présentes. Le deuxième sujet, qui est un petit peu lié au précédent, et qui apporte d'autres éléments, c'est le temps réel et la collaboration. Le temps réel, je parle temps réel au sens humain du terme, qui consiste à dire je veux voir mes informations, je veux piloter mon activité avec des données factuelles tous les jours, toutes les semaines, pas une fois par mois ou pas une fois par trimestre. Et je vais me rendre compte qu'en faisant ça, je vais pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre comment mes données bougent et me rendre compte, par exemple, que quelque chose qui peut-être a une vision, une tendancielle assez linéaire, dans la réalité du quotidien, elle est plutôt comme ça. Et on va découvrir des choses assez étonnantes sur ces données qu'on va pouvoir apprendre, je dirais, de manière forte. Le deuxième sujet, c'est la collaboration, l'information, la connaissance, les données n'ont de valeur que si elles sont partagées. On est convaincu chez nous, on y viendra juste après sur la partie business model, c'est qu'il faut absolument que le plus d'informations soient disponibles au plus de personnes possible
Et c'est de là que viendra la connaissance et la performance de l'entreprise. Et pour faire ça, il faut se baser sur des éléments factuels. L'élément, c'est-à-dire, ah tiens, ma machine est en panne, je me souviens, il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 mois, ou la semaine dernière, ça fait pareil. J'ai fait à peu près ça et ça a à peu près marché. Ça ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut arriver à allier cette connaissance humaine, qui est très importante, et notre cerveau reste encore très, très important, voire beaucoup plus important que l'intelligence artificielle ou d'autres technologies. Mais il faut l'allier à des choses factuelles, à des éléments factuels, à des indicateurs qu'on peut mesurer, sur lesquels il n'y aura pas débat et on peut vraiment reproduire des processus. C'est notamment très, très vrai dans le monde industriel, dans lequel reconnaître des dysfonctionnements passe par des éléments très factuels et non pas juste par un ressenti. Le dernier point, et là, je pense que bon, ça va être assez rapide, mais souveraineté, l'engagement et l'innovation. Donc là, on rentre vraiment sur une approche qui est différente de celle qu'on a pu voir précédemment avec Microsoft et Qlik, tous deux des acteurs américains, ça ne vous aura pas échappé. Donc nous, on a été créé à Toulouse et j'ai toujours tendance à dire, on prend nos technologies et on raisonne Toulouse, Occitanie, France, Europe. Parce que je pense, et ça c'est mon engagement personnel en tant que fondateur, c'est aussi mon engagement au niveau de Digital 113, si on veut demain être souverain, il faut qu'on commence aujourd'hui. Donc c'est un peu un combat, c'est pas tous les jours facile, mais on y arrive. Et par exemple, on a fait le choix d'héberger nos données aujourd'hui chez OVH principalement, mais également chez des acteurs locaux en Occitanie, comme FullSafe par exemple. L'innovation, important parce que la technologie reste quand même au cœur du sujet. Je n'ai pas utilisé une seule fois le mot big data, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'en général il est anxiogène, il fait penser à beaucoup d'investissements, des ROI assez longs. Je préfère parler de terminologie qui s'appelle smart data, on va penser ROI rapide, on va penser agilité, et avec des budgets qui sont accessibles aux entreprises plus petites qui n'ont pas forcément capacité à investir sur 2-3 ans sur ce sujet-là, en tout cas aujourd'hui sans visibilité plus claire. Néanmoins, la technologie est très importante, c'est-à-dire que si on n'avait pas ces technologies-là du big data, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on s'appuie sur cette technologie-là pour les mettre en œuvre dans des cadres beaucoup plus simples, très clairement. Aujourd'hui, la majorité des entreprises qu'on adresse, elles n'ont pas des pétas de données, elles ont des milliers, des millions de données. C'est beaucoup trop pour Excel, c'est beaucoup trop pour un traitement manuel. Et donc, il faut absolument automatiser, utiliser ces technologies-là pour bénéficier, encore une fois, de la force de la donnée qu'elles ont chez elles, qu'elles ont en leur sein, mais qu'elles n'arrivent pas à utiliser. Le dernier point, il est à la fois lié à notre jeunesse et à notre vision. C'est qu'on est jeune, donc on doit convaincre. Effectivement, quand Microsoft vous dit ça marche, heureusement, on a Jérôme qui vient et qui dit attention, ça marche, mais ça marche aussi de temps en temps. Et je reconnais l'expertise, on va dire, d'un consultant qui connaît bien ces solutions. Nous, on est jeunes, donc on doit montrer qu'on est pertinent, on doit montrer qu'on est différent des autres. Et donc, on a fait ça en étant très transparent sur notre process et nos prix et en ayant un business model un peu original. Comme je vous l'ai dit, la vision qu'on porte, c'est qu'il faut que les données soient accessibles à tout le monde. Et donc, on ne veut pas que le nombre d'utilisateurs soit une métrique. Donc, pour nous, les métriques, ça va plutôt être le nombre d'indicateurs, le nombre de tableaux de bord, le nombre de sources de données ou le nombre d'interfaces d'aide à la décision. On est encore sur un business model qu'on affine, mais grosso modo, c'est ce sujet-là. On veut que la majorité des gens puissent avoir accès aux données, quitte à avoir un seul indicateur. Et on a aujourd'hui quelques clients qui ont 3 indicateurs, mais ils pilotent ça tous les jours et ça leur suffit et ça répond bien à leur enjeu. Le deuxième point, c'est la transparence sur les process. Vous avez vu qu'à aucun moment, j'ai parlé d'interface self-service, de prise de main. Et clairement, ça ne sera pas pour vous si vous cherchez une boîte à outils. Nous, on va vous livrer une solution clé en main sur la base de notre plateforme. On va faire ça vite avec un engagement sur les prix de mise en œuvre de vos premiers process et une évolution et sur les coûts d'évolution, de mise à jour d'un nouvel indicateur, de mise en place d'un nouvel indicateur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Voilà un petit peu les paniers moyens qu'on a aujourd'hui chez nous pour des gens qui ont 2-3 tableaux de bord, une dizaine d'indicateurs et une mise en œuvre sous 2 mois. C'est moi qui sonne, c'est ça? Ça fait 10 minutes? Oui, c'est fini. Allez, je vais finir rapidement alors et je vais reprendre 2 minutes de plus. Alors, donc, je vais prendre 2 minutes de plus, vous montrer un petit peu ce que c'est. Ouais, je passe rapidement. 1 minute. Ouais, je pense que c'est intéressant effectivement, nous, on a des solutions qui sont peut-être plus connues. Moi, je suis pour laisser 2 minutes à Simon pour présenter. Ah, c'est super. Si, pas de problème. Si les confrères sont d'accord.
Mieux posé. Donc, vous montrez rapidement des interfaces très simples, vraiment orientées pilotage. Je veux savoir pour un mois mon chiffre d'affaires cumulé, et je suis connecté en direct sur mon ERP. J'ai mes données qui se mettent à jour toutes les heures, en l'occurrence sur ces cas d'usage-là. Je veux avoir des informations beaucoup plus fines sur le suivi de mes clients, notamment pour rendre accès à mes commerciaux. Vous l'aurez vu ici, quand je suis un commercial, je vois accès uniquement à mes clients et leurs performances à date en cumulé. Donc, des choses qu'on a l'habitude de faire sous Excel, qu'on a moins l'habitude de voir en mode web, mais qu'on peut retrouver ici avec de la mise à jour. On va pouvoir avoir des tableaux de bord vraiment spécifiques à un client. Avec là, on va driller un peu plus sur l'analyse d'un client particulier. Avec toujours des notions de période qui sont importantes pour nous. On pense que l'analyse, en général, quand on est dans l'organisation, on ne veut pas toujours pouvoir tout comparer. Il faut segmenter les choses. Et donc, voir des évolutions de chiffre d'affaires, par exemple, par rapport à la moyenne, au minimum des clients, aux meilleurs clients et à la moyenne de ces clients, et voir comment nous, on se positionne par rapport à ça. Et puis, des détails d'informations ici sur des typologies d'articles qu'on va pouvoir faire. Comme on n'aime pas trop l'analyse, mais c'est quand même important l'analyse, nous, on a préparamétré finalement des tableaux d'analyse qui vont permettre de comparer sur des périodes de temps ou sur des dates particulières, pouvoir comparer des choses prédéfinies, mais vous voyez toujours dans des interfaces très contraintes qui engagent dans cette optique de pilotage, de vous donner l'information et laisser à votre cerveau le temps de réflexion. Voilà un petit peu, ça vous montre des interfaces beaucoup plus simples, très faciles d'accès et qui vont permettre de vraiment faciliter la prise de décision. Allez, je pourrais revenir derrière. Pour vous, pas pour vous, que j'ai fait rapidement. Pour vous, si vous avez trop de données sous Excel et que votre fin de semaine ou vos fins de mois, c'est je prends mon ERP, je prends ma CRM, je fais exporter mes données sous Excel et je passe 5 heures à reproduire mes graphiques. Si vous avez des process que vous souhaitez automatiser, si vous souhaitez une solution clé en main, j'insiste, on a vu que c'était beaucoup des solutions boîte à outils qu'on avait en face et c'est vrai et je pense que ça pourrait être des questions sur lesquelles on reviendra. Rendre les données visibles à votre organisation et des approches POC avec des budgets limités, ça c'est des choses importantes. Ça ne sera pas pour vous si vous cherchez une boîte à outils, ça c'est clair, on ne sait pas faire. Si vous aimez le PDF, moi je suis comme Jérôme, je n'aime pas le PDF. Je suis persuadé qu'aujourd'hui le pilotage et l'analyse c'est interactive, sans aller jusqu'au self-service, mais en tout cas c'est interactif et il faut aller dessus, il faut voir, il faut y revenir jour après jour, heure après heure. Et ce n'est pas pour vous parce qu'il y a des gens qui font ça très bien. Si vous avez besoin de mieux définir vos KPI, bien comprendre vos sources de données, voire en créer des nouvelles, je pense qu'il y a des boîtes de consulting qui font ça très bien. Et puis pour l'anecdote, si vous êtes fan de Microsoft, je suis désolé, j'y peux pas grand-chose pour vous. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Merci pour les quelques minutes supplémentaires qui m'ont été nécessaires. Et en m'excusant par avance pour ça. Avec plaisir, Simon. Merci pour vos interventions qui étaient très claires et riches et complémentaires. Donc, c'était plutôt intéressant de vous entendre et de vous écouter. Alors, je n'ai pas eu de questions posées sur le chat. Si vous avez des questions, vous avez possibilité d'intervenir en levant la petite main qui est sur votre écran, sur l'écran du chat. Donc, pour aller sur le chat, ceux qui n'ont pas encore vu comment procéder, vous avez sur l'accès, il y a un endroit où vous pouvez aller voir, il y a conversation. Converser et vous pouvez directement poser vos questions. Tout en bas de votre écran. On peut peut-être proposer à ceux qu'on n'est pas très nombreux, s'il y en a qui ont des questions, peut-être juste qu'ils prennent le micro, ils peuvent démuter. Non, ça va. Après, c'est… Alors, n'ayant pas de questions, moi j'en ai quelques-unes. J'en avais quelques-unes en stock. N'hésitez pas à rebondir. S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à prendre la main. On a beaucoup parlé de clés en main vs le sur-mesure, de budget à monter en fonction des profils clients. C'est concrètement quelqu'un qui veut démarrer aujourd'hui. Est-ce que vous avez des réponses ou des positionnements en termes de budget en fonction de son profil ? Je suis une PME, 30 collaborateurs, ou je suis une structure qui a 200 collaborateurs. Comment vous allez l'aborder ? Alors, tu répartis la parole, non pour, Ouais, allez, Jérôme, je vois que tu commences à parler. Donc, Oui, nous, très clairement, si on partait dans si le choix de la technologie Power BI se posait, on aurait deux approches. On a la possibilité de construire une sorte d'infocentre décisionnel à minima, dans une approche plutôt court terme, qui se base uniquement sur une infrastructure mutualisée chez Power BI, et ça fonctionne à condition que les sources de données soient accessibles sur le cloud.
Donc, si par exemple notre client utilise Salesforce en CRM, on peut se connecter à Salesforce et récupérer des données. Pareil pour HubSpot, pour Zendesk, enfin, peut-être que certains reconnaîtront des solutions. Et si on a des sources qui sont accessibles sur Internet, on peut se permettre de mettre en place, en gros, en 3 semaines, un premier ensemble de données et d'indicateurs de pilotage accessibles aux managers de l'entreprise. Et donc, on peut avoir un premier infocentre décisionnel à minima, qui par contre ne répondra pas dans le long terme à toutes les problématiques. Mais ça, c'est vraiment une solution peu onéreuse, court terme, et qui ne coûte pas cher en run, sans nécessité d'avoir un administrateur, sans nécessité de gérer les vulnérabilités sur le serveur qui héberge la base de données, et ainsi de suite. Vu que tout ça, c'est chez Microsoft, et c'est as a service, donc c'est transparent. Ça serait une première approche. Une autre approche pourrait être de se dire, bon, vous avez des données multisources, peut-être qui sont hébergées dans des applications qui sont chez vous, sur vos serveurs qui ne sont pas accessibles sur Internet. À ce moment-là, on aurait besoin de construire un infocentre. Et là, ça devient beaucoup plus lourd parce qu'on a besoin de créer un serveur, une base de données, de structurer un modèle de données, de gérer l'historisation, la transformation. Et là, on en a clairement pour plutôt 3 mois de projet, avec des enjeux financiers qui sont plus importants. Donc voilà un petit peu les 2 approches que l'on pourrait proposer. Une première approche à minima qui répond qui fait peut-être 80% du job pour 20% du coût. Donc c'est quand même à considérer, mais c'est particulièrement pratique avec Power BI, avec sa solution 100% managée sur le cloud. Voilà. Donc voilà quelles seraient les 2 visions que je pourrais proposer. Alors du coup, pour revenir juste pour finaliser sur la notion de budget, c'est quoi le ticket d'entrée minimum, j'allais dire, si on veut se lancer, en gros, première option pour 15 000 €, on peut avoir un outil produit fini qui permet de piloter 1 ou 2 sources de données qui sont sur le cloud. Deuxième niveau, on est plutôt sur du 45 000 €. Voilà, pour commencer à avoir quelque chose, sachant que derrière, il y aura du run, avec soit externalisé, soit besoin d'une compétence en interne pour gérer le serveur, la base de données. Voilà. Très bien. Merci, Jérôme. De grandeur, hein. Ça dépend du contexte, naturellement. Antoine, un peu la même question. Jérôme a bien répondu à la question. Nous, on est à peu près sur les mêmes tarifs. J'aurais plutôt parlé 3 semaines. Est-ce que c'est 3 semaines? Est-ce que c'est 15 jours? Ça va dépendre un petit peu de la qualité des sources de données. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais c'est l'ordre de grandeur 15 jours, 3 semaines pour avoir exactement la même infrastructure, c'est-à-dire charger les données directement dans ClickSense sur la plateforme Click. Évidemment, on sera un petit peu plus cher au niveau des licences. On a vu qu'on était sur 4 fois le prix, mais compte tenu du prix global de la prestation, ce n'est pas ça qui va vraiment faire la différence. Voilà. Après, effectivement, s'il faut construire un entrepôt de données, etc., là, on fait rentrer d'autres technologies. On va faire rentrer des ETL, on va faire rentrer d'autres points de vue. 3 mois, oui, je pense que c'est à peu près ça. Nos tarifs manifestement sont à peu près alignés, donc on est sur les mêmes tarifs journaliers. Voilà, l'inconvénient, je le rappelle, si on part sur une formule simple en 15 jours, 3 semaines, c'est l'évolutivité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura tout mis dans le produit spécifique, que ce soit Power BI ou que ce soit ClickSense, demain, on ne pourra pas changer simplement d'outil de restitution. Si demain on souhaite changer d'outil de restitution, ou si on souhaite attaquer les données, parce qu'en fait, on va faire probablement un certain nombre de transformations pour charger ces données dans l'outil de restitution, avec des règles métiers, avec du nettoyage de données éventuellement, et on ne pourra pas réutiliser ces données avec un autre outil, par exemple, si on souhaite le réutiliser. Ça peut être un frein. Donc c'est bien pour monter des POC, c'est bien pour monter une première version, pour avoir un go-to-market, une exploitation des outils extrêmement rapidement auprès des équipes, pour pouvoir faire valider rapidement auprès des équipes les tableaux de bord qu'on a fait. Mais généralement, dans une deuxième phase, on passe quand même sur un processus un peu plus consolidé avec des bases de données des ETL. Ok, merci Antoine. Bon. Ok, de mon côté, moi, pour répondre à la question initiale qui était comment ça se passe, quel budget, ainsi de suite, moi, j'observe qu'il y a quand même 2 situations, ou en tout cas, nous, on a 2 grands cas d'usage. Un premier qui est vraiment, j'ai des tableaux de bord, je veux les automatiser parce que j'en ai marre de perdre du temps à faire ça, c'est aucune valeur ajoutée.
Et le deuxième sujet qui est, je bâtis des interfaces d'aide à la décision. Donc, c'est un peu différent parce qu'effectivement, là, il y a des éléments qu'on veut avoir, mais on va pouvoir probablement avoir plusieurs sources de données. On va itérer de manière assez forte sur les indicateurs et donc, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, sur la première partie de la réponse, pour moi, le schéma est assez simple. En tout cas, pour nous, le schéma est assez simple. C'est un process qu'on fait en général sous un mois. L'idée, c'est d'avoir un échange très clair sur les données, les tableaux de bord actuels, après une petite phase de NDA quand même pour garantir tout ce qui est confidentialité. Ce qui permet à nous de bien comprendre le périmètre, de bien le cerner aussi avec le client et de bien bâtir le budget vraiment spécifiquement à ce contexte-là. Et puis de le mettre en place derrière. Comme je disais tout à l'heure, vous avez des ordres de grandeur ici. On est à 5 000 € de setup et 200 € par mois d'abonnement pour une dizaine d'indicateurs. Très clairement, on a des clients qui sont largement en dessous de ça. Je crois que mon plus petit projet, ça a été 2 000 € et j'ai 50 € d'abonnement derrière. Donc voilà, c'est vraiment un tableau de bord qu'on a automatisé. Sur une problématique très opérationnelle, souvent ce qu'on fait dans ces premières approches, c'est qu'on a des interfaces prêtes qui permettent d'automatiser le process dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les personnes d'entreprise vont exporter de l'ERP, qui est quand même souvent en interne, hein, aujourd'hui encore, en tout cas sur les gens qu'on adresse, rarement dans le cloud, et ils prennent ce fichier-là qui est très standard et hop, ils le drag and drop sur notre plateforme et automatiquement les indicateurs se fabriquent derrière. Et dans une deuxième étape, on va automatiser ce process-là avec des agents et voilà, traiter les aspects techniques qui vont derrière. Sur la partie aide à la décision, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, là, on est un peu plus dans des projets où on va itérer. La première étape va souvent être un peu celle-là et puis on va ensuite venir agréger d'autres sources de données. Voilà, on travaille par exemple avec des bases de données cartes grises, on travaille avec des bases de données météo de manière assez forte. Et là, on est plus sur des projets oui, qui sont, alors pour nous, on est encore un peu petit, hein, on est plutôt à 20-30 000 € et sur des temps de mise en œuvre, effectivement, qui vont qui est un peu le deuxième cas dont parlaient Jérôme et Antoine, qui vont s'étaler plus sur 3, 4, 5 mois. Là, il y a un vrai processus d'échange avec les clients sur cet aspect-là. On voit, et d'ailleurs, entre parenthèses, on voit ça aussi bien dans des mondes, on a deux grands domaines d'application, un plutôt industriel, un vraiment back-office reporting, on va dire, et on trouve ces deux approches-là dans les deux environnements. Donc, c'est des approches métiers très différentes. Okay. Voilà un petit peu pour répondre à ta question, Gaël. Bien. Merci Simon. Alors du coup, moi je continue mes questions parce que je n'ai toujours pas de questions dans l'audience. J'ai une question sur, ça c'est des questions qui me sont souvent posées par des clients ou du moins quand on a une première démarche, c'est voilà, j'ai des outils type Excel, Google Sheets, j'ai plein de tableaux de bord, je construis et c'est généralement différents métiers ou différents interlocuteurs qui construisent leur propre tableau. Déjà d'une, est-ce que en basculant sur un outil décisionnel, il faut tout remettre à plat et que je casse tout ce que j'ai déjà fait? Enfin voilà, comment démarrer de cet état des lieux et comment ça se projeter et concrètement, quelle est la vision que vous proposez là-dessus? Je peux commencer, je commence. Donc, non, enfin, clairement, il ne faut pas tout remettre à plat. C'est-à-dire que le travail, à mon sens, le travail qui a déjà été fait dans Excel, il a été fait et il est pertinent. Dans Excel, on va retrouver des idées de présentation, on va retrouver les calculs des indicateurs, on va retrouver les dimensions pertinentes. Donc, non, tout ce travail, il est pertinent et il faut surtout le réexploiter. En revanche, effectivement, d'un point de vue technique, il va falloir recoder tout ce qui a été préparer s'il y a des macros dans Excel, s'il y a des formules dans tous les sens, etc. Il va falloir les reprendre de l'outil, il va falloir passer du temps pour les réimplémenter. Mais en tout cas, le travail qui a été fait dans Excel, c'est déjà un travail qui est précieux. Voilà. Après, ça n'empêche pas de prendre ce moment aussi où on passe sur un nouvel outil pour se reposer les questions de savoir qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui n'est pas pertinent dans Excel. Voilà. C'est vrai que avec Excel, on va souvent générer beaucoup de fichiers. Il y a plusieurs fichiers qui ne vont pas forcément être connectés entre eux, donc ça va être... Et on ne va pas trop savoir ce que les gens utilisent ou n'utilisent pas. C'est vrai que la force des outils, en tout cas dans ClickSense, c'est qu'on peut savoir quels sont les tableaux de bord qui sont utilisés le plus fréquemment, ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est du monitoring qu'on peut mettre en place ensuite. Et donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser. Très bien. Merci Antoine. Jérôme, tu voulais compléter? Oui, je peux compléter. En fait, effectivement, hein, Antoine a tout à fait raison. On peut s'appuyer, enfin, il faut s'appuyer sur la logique de pilotage préexistante parce que finalement, l'arrivée d'un outil, c'est juste un moyen au service d'une stratégie de pilotage qui préexiste.
Pour autant, effectivement, on a pas mal de retraitements, peut-être un petit peu plus que ce qu'Antoine laisse entendre, dans la mesure où ce type d'outil va permettre de croiser des données en provenance de plusieurs sources. Et ça va nécessiter notamment de normaliser tous les éléments qui permettent de joindre, je ne sais pas si on prend le chiffre d'affaires qui nous provient de Google Analytics, pour ce qui est des ventes en ligne, avec le chiffre d'affaires que l'on voit en comptabilité, et on va s'apercevoir qu'on a besoin de retraiter certains éléments pour bien mettre en regard ces éléments. Exemple, les commandes annulées ou autres. Voilà. Ça va nécessiter de standardiser certains référentiels pour que les différentes sources se parlent. Et puis, on aura, du fait du multisource, la capacité à proposer des indicateurs qui sont transverses. Exemple, la valeur ajoutée à long terme d'un client, c'est la somme de son chiffre d'affaires, mais en prenant en compte la marge des différents produits qu'il a achetés. Et ça, ce n'est pas une information qu'on a dans le CRM ou au moment de la vente. C'est une information qui vient de la comptabilité avec des logiques de contrôle de gestion. Et ça va inciter, alors ça ouvre plein de perspectives, mais ça va nécessiter de mettre en cohérence la façon dont, par exemple, le directeur financier, le responsable marketing ou le directeur des ventes restitue les données de chiffre d'affaires. Et donc, on a des sujets métiers, souvent, pour mettre en cohérence des indicateurs qui doivent maintenant être transverses parce que l'outil permet de remplacer un ensemble de tableaux de bord. Chacun avait avant son tableau de bord en silo. Aujourd'hui, on peut avoir une cohérence, ça c'est une force, mais par contre, ça nécessite un travail de mise en place. Et puis enfin, c'est également l'occasion de challenger tous les reportings qui préexistent, parce que changer d'outil, si on se cantonne à reproduire l'existant, c'est un petit peu dommage. En fait, les outils, du fait notamment de l'interactivité, des 3 outils que vous avez vus, permettent de réduire fortement le nombre de rapports, ce qui permet d'alléger les coûts de développement. Par contre, les utilisateurs n'ont pas forcément conscience, n'ont pas forcément connaissance du pouvoir de l'interactivité. Et donc, si on demande à un utilisateur d'exprimer son besoin, il va probablement nous produire ces rapports tels qu'ils existaient avant ce nouvel outil, alors que les fonctionnalités de l'outil permettent à la fois de simplifier et d'être plus efficaces et d'avoir plus de possibilités. Donc, challenger le besoin avec les possibilités offertes, les nouvelles possibilités offertes par l'outil. Je vois qu'on a quelques questions. Exactement. J'allais rebondir à moins que Simon veuille compléter les interventions de Jérôme et Antoine. Non, je pense que c'est pour moi Excel, c'est surtout pas, enfin ce qui a été fait sous Excel est surtout pas jeté à la poubelle. Notamment tous les process qui sont faits de manière très très ponctuelle. Et souvent, quand on parle de croisement de plusieurs sources de données, c'est des process qui sont faits dans les entreprises une fois par trimestre, voire une fois par an, pour effectivement consolider, chercher des erreurs et ainsi de suite. Et ça, typiquement, c'est des choses qui peuvent très facilement s'automatiser. Et donc, comme le disait très bien Antoine, la connaissance qui est là-dedans, elle est très importante. Moi, je rajouterais un autre élément, c'est que souvent, par rapport à ce que disait Jérôme, quand on regarde 2 tableaux de bord de 2 managers, voire de 2 personnes différentes, ils sont proches, ils se ressemblent, il n'y a pas tout à fait les mêmes indicateurs. D'ailleurs, ils ne sont pas tout à fait exactement construits de la même façon. Et donc, une des vraies difficultés qu'on a, nous, c'est d'arriver à dire, OK, il y a bien un indicateur commun pour répondre à la même question et de s'assurer qu'il est bien exécuté, calculé correctement, sans erreur. Parce que clairement, Excel génère quand même beaucoup d'erreurs derrière. C'est aussi une des forces, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais je pense que c'est une des grandes forces d'un outil de décisionnel pilotage, c'est qu'on ne laisse plus de place à l'erreur et à l'humanisation des formules de calcul. Encore une fois, certainement pas dans vos boîtes, mais je peux vous dire que dans la réalité des entreprises, il y a souvent des erreurs qui sont présentes dans ces process-là. Merci Simon. Du coup, je vais basculer. Là, il y a eu quelques questions. Merci pour ton insistance à faire bouger l'auditoire. Frédéric de Kérus qui nous pose la question. Donc, pour les utilisateurs utilisant Excel comme outil décisionnel, est-ce qu'il ne vaut pas mieux utiliser des outils de vise ou de reporting utilisant Excel comme support de type Report One? Plusieurs outils reporting utilisent Excel comme support pour une migration plus simple et des utilisateurs non familiarisés aux outils de DataVis. Est-ce que, je ne sais pas, Simon, est-ce que la question te parle, notamment Report One, puisqu'on a cité un nouvel outil?
Ouais, oui, tout à fait. Enfin, moi, ça me parle bien. Report1, et en plus, c'est une boîte occitanienne. Donc, pareil, avec bienveillance, on va la traiter avec bienveillance également. Deux éléments par rapport à ça. Encore une fois, Excel, à mon sens, n'est pas un outil de pilotage. On l'utilise en tant que tel, mais c'est vraiment pas le bon endroit. Pas collaboratif. Il faut s'envoyer les fichiers par mail ou les partager sur un répertoire. Si on commence à avoir des calculs, des formules, même des SharePoint, des solutions Microsoft, peut-être que Jérôme pourra me rejoindre, mais c'est plus le bon outil aujourd'hui. Ça l'a été, c'était la seule solution qui existait. Report1 l'a très bien exécuté, a gagné des parts de marché phénoménales là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère où on a besoin d'avoir ces KPI sur son smartphone, on a besoin de les partager avec des collègues et pas de leur envoyer un fichier pour dire tiens, regarde sur l'onglet 23, la ligne 26 pour me dire pourquoi là c'est à moins 253. Non, c'est à mon sens plus comme ça qu'on fonctionne, même si je reconnais une réalité, c'est que les gens connaissent Excel, adorent Excel. À mon sens, Excel, s'il doit être utilisé à quelque chose aujourd'hui, c'est dans l'analyse, comme premier outil d'analyse. Je ne sais pas si Jérôme et Antoine me suivent, simplifié par des gens qui sont familiers avec Excel. Et là, par contre, les outils de pilotage et décisionnel vont aider à structurer les données et à peut-être avoir une source de données. Tu parlais d'InfoCentre, Jérôme, avoir des sources de données qui sont plus fiables, plus robustes et qui permettent des travaux d'analyse plus fins et plus simples. Donc, voilà. Moi, mon avis, c'est que non, je pense que le Excel, encore une fois, pour ce sujet-là, est plus vraiment la bonne interface, même s'ils font des efforts. On voit d'ailleurs avec Power BI qui prend cette place-là pour une grande partie, même si effectivement ça nécessite un changement et de perdre un peu ce couteau suisse magique qui est Excel. Très bien, merci Simon. Jérôme, oui, tu voulais Oui, je vais compléter un petit peu. Alors, Excel n'est pas forcément complètement jeté parce que dans Power BI, mais je pense que c'est le cas également dans les autres outils. Si à l'issue de votre analyse que vous avez faite dans la plateforme décisionnelle, en filtrant, en identifiant que sur tel segment de client, telle géographie, tel type de produit, il y a un problème, vous pouvez extraire la liste dans un fichier Excel et envoyer ça à votre comptable, votre directeur ou votre responsable opération ou peu importe. Donc, on a une partie on a une connectivité qui permet d'extraire dans Excel et de sortir des listes d'informations correspondant à ce qu'on appelle le drill down, donc le détail des données que vous avez identifiées comme problématiques, par exemple. Alors, sinon, pour ce qui est d'Excel, ça reste un outil sur lequel les utilisateurs sont à l'aise et effectivement, c'est une force, une puissance sur laquelle c'est dur de faire un trait. Alors, je rejoins Simon sur un point, c'est que l'intérêt de ces solutions décisionnelles, c'est notamment de présenter des données qui sont multisources, qui sont structurées, avec des indicateurs qui sont clairs, qui ont une définition partagée par tout le monde, une logique de calcul qui est prédéfinie. Et du coup, ça n'a pas de sens de laisser chacun définir, donc chacun dans son coin, définir sa formule de calcul dans son fichier Excel. Si vous souhaitez garder cette possibilité, alors ne prenez pas une suite décisionnelle. L'intérêt de la suite décisionnelle, c'est justement de forcer à garantir la cohérence des indicateurs, le multisource, et que chacun partage les mêmes référentiels de produits, d'organisation. Voilà. Donc, en ça, c'est un peu antinomique. Pour autant, on peut utiliser Excel pour exploiter des données qui sont préparées. Et ça, c'est effectivement le cas dans Power BI. Alors, c'est peut-être un peu lié aux spécificités microsoftiennes, mais tu pourras, Antoine, peut-être réagir. On peut partager en fait les jeux de données préparés avec les données donc structurées, les indicateurs, les formules standardisées, pour que la personne puisse se connecter à ces données depuis Excel, faire ses propres tableaux de bord. Donc, il a toute latitude pour construire la mise en page, par contre, sur des données qui sont préparées, documentées dans Power BI. Voilà, donc on est en capacité d'utiliser Excel pour la personne qui ne serait pas à l'aise avec l'outil. Pour autant, les personnes qui font ça, ce sont des data analystes et il vaut mieux envisager une formation parce qu'elles seront plus performantes à terme dans les outils natifs. Voilà. Antoine, tu voulais enrichir sur juste pour réagir sur le fait qu'effectivement, généralement, la mise en place d'un outil de pilotage, c'est un projet qui va souvent venir de la direction de l'entreprise, avec l'objectif de fiabiliser les chiffres de l'entreprise. On a tous, je pense, participé un jour à une réunion où
quel est le chiffre d'affaires du mois, et pof, il y a deux personnes qui arrivent avec deux fichiers Excel, avec deux chiffres différents, et on passe un quart d'heure à débattre pourquoi les deux chiffres sont différents, et c'est surtout ça qu'on veut éviter. Et donc, le problème d'avoir Excel comme continuer à utiliser Excel, c'est que tout le monde est libre de continuer à modifier les données à la main, de mettre des formules un petit peu différentes, etc. etc. Et donc, en termes de fiabilité, je pense qu'on n'y est plus. Et voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est plus le monde d'aujourd'hui. Juste par rapport au fait de pouvoir customiser, comme tu disais, chacun pouvoir faire son analyse sur un jeu de données structuré. Voilà, ça c'est une fonctionnalité, évidemment, manifestement, Power BI et ClickSense se sont pas mal alignés l'un sur l'autre. Là, on a aussi effectivement la possibilité, chacun peut créer ses propres tableaux. Simplement, il ne pourra pas les partager de manière publique, puisqu'on considère que c'est des analyses privées. C'est un petit peu comme s'il avait ouvert son Excel et extrait les données, fait son travail pour lui. Mais les données qui sont communes pour toute l'entreprise, les tableaux de bord qui sont communs pour toute l'entreprise, eux sont générés de manière fiable et gérés dans l'outil avec sans possibilité de modification individuelle. Ouais. Du coup, là, j'ai une question. Alors, pour rebondir et toujours sur ce sujet Excel, et c'est vrai qu'il y a une question qui a été plus spécifique autour de, OK, on parle d'Excel, c'est dommage de ne pas parler de Google Sheet qui amène une dimension collaborative et temps réel importante comparée à Excel dans une logique de BI, notamment sur les parties prédictives en complément de l'analyse de données. Donc, pour l'instant, là, on a beaucoup parlé d'Excel, effectivement, oui. Mais si on parle avec Google Sheet dans le prisme, pour moi, on reste sur le même problème de fiabilité et de possibilité de modifier les choses à la main. Mais oui, c'est vrai que la mise à jour en temps réel dans Google Sheet est beaucoup plus efficace. Alors, si on parle un petit peu de l'environnement Google, effectivement, il y a Google Sheet et Data Studio aussi dont on peut parler, qui sont des miroirs finalement d'Excel et de Power BI. Vous pouvez considérer que Data Studio est un équivalent de solution décisionnelle. Alors, deux petits mots sur Google Sheet. Google Sheet, effectivement, c'était un Excel cloud partagé. Enfin, c'est toujours. Ça a fait changer, je pense, la logique de Microsoft. Et depuis cette année, Microsoft a franchi le pas et propose ce qui s'appelle Excel for the Web, qui est l'équivalent de Google Sheet en Excel. Donc, à ce niveau, l'approche de Google était très bonne, la logique du collaboratif, du cloud. Effectivement, c'est un point qui manquait très fortement à Excel. Voilà. Aujourd'hui, il y a un équivalent chez Microsoft sur ce point précis. Maintenant, Google Sheet, on garde les remarques qui ont été faites relatives à Excel. C'est ce que nous disait Antoine. La possibilité notamment de changer une cellule plutôt que d'avoir une formule, ce qui est impossible dans un système décisionnel et qui laisse une porte ouverte à la flexibilité, mais qui va à l'encontre de l'industrialisation. Et puis, dernier élément, si on parle de Data Studio, c'est une suite qui a aussi un gros intérêt, c'est qu'elle permet de partager sans coût de licence des rapports. Par contre, par rapport aux trois solutions qui vous ont été présentées, c'est une solution qui est moins avancée en termes de calcul d'indicateurs, en termes d'interactivité, en termes de fonctionnalité. Donc, ça peut être très intéressant si vous avez des choses un petit peu plus élémentaires à faire et que vous avez le besoin de les partager à un très grand nombre d'utilisateurs, parce qu'il n'y a pas de coût de licence. Donc, par rapport à Qlik et Power BI, en tout cas, c'est sans commune mesure. Par contre, ça nécessite des compétences qui sont un petit peu plus de développement que d'analyse de données. Voilà, donc ça peut être très pertinent dans votre contexte, mais ce n'est pas pertinent dans tous les contextes. Joker pour ma part sur ce sujet, parce que c'est vrai que pour moi, Google Sheet n'est pas très présent dans les entreprises aujourd'hui. Donc, j'ai peu d'expérience, peu d'expertise là-dessus. Pour moi, effectivement, je rejoins ce qui a été dit par Antoine et Jérôme. Donc, Joker là-dessus, je ne connais pas suffisamment les fonctionnalités pour pouvoir m'exprimer sur le sujet. Ça tombe bien parce qu'on a déjà passé pas mal de temps sur ce sujet. Donc, je propose qu'on passe à la dernière question qui est posée sur le fil. Et après, j'aurai une dernière question pour clore un peu les échanges et passer au next step de cette factory. Alors, j'ai une question de Nicolas de Numeric Wave. À combien de temps estimez-vous au prorata du total projet en pourcentage la configuration de l'interface entre la base de données et l'outil de BI ? Allez, je ne sais pas, celui qui veut se lancer. Moi, je trouve que c'est une excellente question parce que ça relève un peu ce qui a été dit par Antoine et Jérôme sur l'approche
quick win, je vais vite à la vise, ou j'accepte d'aller moins vite à la vise et donc de passer plus de temps à structurer. Donc, je trouve que c'est une excellente question à laquelle il est difficile de répondre et quelque part qui montre un peu la maturité de l'entreprise, de savoir si elle est prête à effectivement investir dans cette structuration de la donnée dont je parlais, qui est à mon sens souvent défaillante dans les jeunes organisations, dans les petites structures, au profit d'avoir rapidement en fait des KPI derrière. Je sais que nous, c'est un choix qu'on fait volontairement. C'est toujours, nous, on est sur un business model SaaS, donc d'abonnement. On fait le pari que les clients qui goûtent à Flutidienne vont rester avec nous. Et donc, nous, on a tendance à investir sur les phases de mise en place pour bien structurer les données. On appelle ça de la modélisation, pour bien les modéliser et derrière aller plus vite sur la production d'indicateurs parce qu'on sait et on parie sur le fait que plus les gens vont pratiquer la donnée, plus ils vont vouloir d'indicateurs ou en tout cas avoir des indicateurs spécifiques pour chaque typologie de population. Et donc, si on a bien fait le travail de structuration, on va aller beaucoup plus vite sur la partie restitution. Donc, c'est difficile de répondre à cette question-là. Ça dépend aussi beaucoup de la qualité des données, hein, qui n'est pas toujours importante. Moi, j'ai des exemples où on a beaucoup de travail à faire sur le data cleaning, qu'on automatise bien sûr. Mais voilà, donc je ne sais pas si c'était le sens de la question. Moi, je dirais que non, pour moi, ça dépend vraiment des projets. Je n'ai pas de ratio standard aujourd'hui sur l'expérience qu'on a. Je ne sais pas si Jérôme et Antoine auront des chiffres à donner, mais moi, je suis un peu embêté, mais j'aime bien la question. Oui, c'est une très bonne question. Moi, j'aurais dit avec certitude entre 1 et 40% du projet. 1%, c'est dans le cas où vous avez une source de données dont le modèle est structuré de manière conceptuelle, ce qui n'est pas le cas des progiciels d'une manière générale, mais si vous avez du spécifique notamment, c'est parfois le cas. Et si vous avez des données de très grande qualité, techniquement, le fait de connecter une source, c'est très rapide. Donc voilà, je mets 1%, mais ça pourrait être 0,01%. C'est vraiment 3 clics techniquement. Après, vous avez une question de structuration des données qui intervient et qui est liée à la question des indicateurs, parce qu'en fonction de ce que vous voulez piloter, ça peut vous amener à aller chercher des données, à les normaliser, les corriger. Et si ça n'atteint pas 100% du projet, c'est qu'en général, si vous avez besoin de structurer les données, vous aurez un gros problème, vous aurez du temps à passer sur la qualité des données. Je ne suis pas en train de dire que les données sont de mauvaise qualité dans votre système d'information. Par contre, j'ai une certitude, c'est que si vous commencez à faire des analyses sur des données qui n'ont jamais été analysées avec cet objectif, vous aurez des surprises sur la qualité des données. Voilà, toujours. Donc, prévoyez du temps sur la qualité des données si vous voulez faire de nouvelles analyses. Et après, la partie restitution peut être relativement légère en fait par rapport à la partie structuration et la partie qualité des données. Donc, ne sous-estimez pas ces deux parties de l'iceberg qui sont souvent pas très visibles. Juste pour compléter, pour rebondir, je pense que c'est très important ce que tu as dit. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a une vraie différenciation entre la structuration des données d'un point de vue ERP, métier, flux process métier, qui garantit quelque part une intégrité, et une structuration des données dans un objectif de pilotage d'analyse, parce que ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes sujets, et donc du coup, les structurations de données ne sont pas les mêmes derrière. Excuse-moi Antoine, je te laisse la parole. C'est exactement ce que je voulais dire, donc très bien. Effectivement, dans le modèle de votre ERP, vous allez avoir une structure de données qui va être liée aux contraintes de production et qui n'est pas forcément du tout la structure de données dont on va avoir besoin pour faire de la restitution. Donc là, il y a tout un travail de transformation. Et effectivement, je rejoins ce que tu disais, Simon, plus on va passer du temps sur la structuration de la donnée, sur la qualité de la donnée, plus on ira vite pour construire les tableaux de bord derrière. Ceci étant dit, la construction de tableaux de bord, souvent, ça peut être long. Ce n'est pas long techniquement, généralement, ça va assez vite, mais en revanche, ça peut faire l'objet de beaucoup d'allers-retours avec les utilisateurs, de beaucoup de petites corrections, de beaucoup de « Ah, j'ai une idée, est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça ?» Et ce processus d'aller-retour, de test, de validation, ça prend du temps aussi. Donc voilà, moi si on m'avait demandé comme ça à chaud, j'aurais dit 50-50, mais c'est vraiment à la grosse maille, c'est très dépendant. On voit que si on a effectivement des données très structurées, et si la question c'est juste une question technique de comment je connecte ma base de données, ça prend entre 1 heure et une demi-journée, on va dire, en fonction des petites contraintes techniques qu'il peut y avoir. Mais effectivement, s'il y a un travail de modélisation, s'il y a un travail de connexion de plusieurs sources de données, là ça peut prendre même les 3/4 du projet éventuellement. Ça vaut peut-être le coup de parler un petit peu de modélisation des données, de modélisation métier.
Mettre un outil décisionnel, ce n'est pas seulement restituer les données qui viennent de votre logiciel, que ce soit de gestion, de vente ou de production. Ça vaut le coup de... Enfin, ça vaut le coup. Je suis convaincu que c'est nécessaire de se poser la question de votre business et comment piloter votre business. C'est-à-dire que les objets que vous voulez voir dans votre système de pilotage ne sont pas forcément exactement ceux qui sont stockés dans la base de données de votre logiciel, tout simplement parce que le logiciel, vous l'avez acheté, il fonctionne chez tous vos concurrents et même des entreprises qui n'ont absolument rien à voir avec vous. Et peut-être que les tables de ce logiciel ne correspondent pas du tout à la façon dont vous voulez piloter votre business. Et d'ailleurs, peut-être que demain, vous allez changer de logiciel et que vous prendrez un autre système de comptabilité, un autre système de gestion, un autre système CRM qui ne sera pas structuré de la même façon. Et pour autant, votre business n'aura pas changé et vous souhaiterez avoir des indicateurs de pilotage qui vous permettent de comparer votre business dans votre nouveau système avec votre business de l'année passée. Et à ce titre, je vous invite à faire votre propre modélisation métier qui corresponde exactement à votre entreprise. Et ça nécessite un travail de modélisation. Parfait. Clairement d'accord. Très bien dit, Jérôme. Merci, Jérôme. Ça pourrait faire l'objet justement, comment modéliser l'ensemble de ces éléments métiers au préalable, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais ça ne sera pas l'objet de celui-ci en tout cas. Alors peut-être dernière question, parce que là j'ai plus de questions de l'audience avant de clore ce webinaire. Moi j'ai une question sur, alors toujours la question un petit peu touchy, on parle de ROI ou pas? Mise en place d'un outil décisionnel, est-ce que j'ai du ROI à la clé? Quels sont les gains par rapport à l'investissement que je peux faire? Alors, c'est un sujet compliqué parce que c'est des gains qui sont indirects. C'est difficile de mettre derrière un… C'est comme l'investissement pour construire une stratégie. Est-ce qu'on peut mesurer le retour sur investissement d'une stratégie? Si le retour sur investissement d'une campagne publicitaire, oui. Le retour sur investissement d'une stratégie, c'est indirect. Donc, c'est dur de mettre des chiffres. Après, on a quelques exemples qui sont très pragmatiques. Là, on a un client qui doit arbitrer dans son business. Il bosse dans la rénovation énergétique et il doit proposer des solutions à ses clients qui sont financés. Une partie des solutions lui génèrent beaucoup moins de chiffre d'affaires, mais sont très consommatrices en trésorerie, sont peu consommatrices en trésorerie, pardon. Et d'autres solutions génèrent 10 fois plus de chiffre d'affaires, donc ce n'est pas anodin. Par contre, du fait de subventions, de financement, de remboursement, c'est très impactant en termes de trésorerie. Il a besoin de connaître sa trésorerie et ses engagements en termes de trésorerie et de rentrée d'argent pour déterminer ce qu'il propose à ses clients. Aujourd'hui, il n'a pas de visibilité, donc il prend l'option sécurisée, qui ne risque pas de mettre son entreprise à plat. C'est l'option qui lui génère 10% du chiffre d'affaires versus 100%. Voilà. Là, on a du ROI qui est très, très mesurable et pragmatique. Ce n'est pas des chiffres bidons, c'est une vraie réalité. Comment vous positionnez? Effectivement, ROI, je rejoins sur l'aspect très complexe de ces calculs-là aujourd'hui parce que un des gains évidents, et le premier gain qui saute aux yeux, c'est un gain de temps et qui donc va beaucoup intéresser les entreprises qui sont en croissance, qui ont des difficultés de recrutement, mais qui ne sont pas des gains financiers en espèces sonnantes et trébuchantes. Je rejoins ce qu'a dit Jérôme, c'est que quand même dans des cas métiers, on a des cas d'usage où effectivement, l'indicateur qui est construit par l'outil de pilotage permet d'améliorer la performance financière de l'entreprise. Ça, c'est clair. On travaille avec des services comptables qui ont amélioré la surveillance de leurs déclarations réglementaires. Le sujet est assez simple. Je fais mes déclarations réglementaires, je les contrôle une fois tous les 3 mois parce que je n'ai pas la vision, ou une fois par an parce que je n'ai pas la vision, ou à la demande sur une opération un peu coup de poing. Et à ce moment-là, je me rends compte que j'ai des erreurs de 1000, 2000, 10 000. Et donc, en faisant ce process-là automatiquement tous les mois, je ne perds pas cet argent-là tous les autres mois. Donc, là, les ROI sont financiers. Ils ne sont pas sur la mise en place, mais sur l'utilisation, à point de vue opérationnel, des indicateurs qui sont mis en place. Et c'est comme ça qu'on peut calculer le ROI. Moi, j'insiste beaucoup pour les boîtes en croissance qui ont des difficultés de recrutement. Ça, le ROI, pour moi, il est évident parce qu'il faut mieux concentrer ses équipes sur ses objectifs business que sur mécaniquement que sur la production d'indicateurs sous Excel.
C'est le premier point. Le deuxième point, pareil en ROI indirect, c'est l'engagement des collaborateurs. Je pense qu'il n'y a pas un manager dans une boîte qui est content de passer du temps sous Excel pour produire ça. Donc, c'est un vecteur d'engagement très important. Je pense que l'aspect collaboratif, voilà, demain, ça sera ce mode-là. Et quelque part, la question qui a été posée sur est-ce qu'Excel est un bon outil de restitution, je pense que demain, c'est sûr qu'on passera beaucoup plus de temps sur des plateformes de reporting que sous Excel. Et donc, effectivement, c'est un investissement stratégique, ça c'est une certitude. Voilà pour ma part sur la partie ROI. D'accord. Nous, effectivement, on a eu des projets sur lesquels on nous a demandé d'argumenter sur le ROI. Et la solution qu'on a proposée, c'est effectivement de travailler sur le temps de travail. Donc, on prenait en fait, concrètement le temps que l'entreprise consacrait à la production des tableaux de bord. Et on essayait d'estimer, ça c'est la partie un petit peu floue, effectivement, de combien de temps on allait faire gagner aux collaborateurs sur ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'on l'a argumenté. Ce ne sont pas des ROI. Après, on peut convertir ce temps de travail en financier à travers le salaire, hein, mais voilà, généralement, les personnes continuent à travailler dans l'entreprise, donc ça ne va pas vraiment être un ROI financier, mais ça va être du temps de travail libéré pour pouvoir faire autre chose au sein de l'entreprise. Et ça, généralement, ça parle bien quand même au manager. Sachant qu'à mon sens, la qualité des décisions qu'on prend en étant éclairé va générer beaucoup plus de valeur business que le temps économisé, voilà, qui a l'avantage d'être mesurable. Voilà, pour moi, c'est une estimation extrêmement basse de la valeur apportée par ce type d'outil. Pardon, vas-y Antoine. Non, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Simplement, à un moment donné, dans les grosses organisations notamment, on a besoin vraiment d'avoir des mesurable. Et finalement, les managers qui vont gérer des équipes qui vont se compter en centaines de personnes, ce qu'ils vont voir, c'est le temps gagné par les personnes et finalement l'aspect qualitatif. On est d'accord, c'est mesurable. Mais il y a plus. Je suis d'accord. Là-dessus, nous, c'est vrai qu'on adresse pas mal en ce moment les entreprises de services, donc qui fournissent du reporting à leurs clients. Donc en mode B2B2B. Là, pareil, effectivement, le gain direct, c'est un gain de temps de production de reporting à destination de leurs clients. Néanmoins, il y a une hausse de qualité très importante sur la relation. Typiquement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de montrer des chiffres qui sont faux, qui sont incohérents d'une slide à l'autre. Ça saute. Du coup, les responsables de compte qui produisent ce reporting, admettons qu'elles passaient 5 jours à produire ce reporting, elles n'en passent pas 0, elles en passent 2 ou 3. Par contre, ces 2 ou 3 jours qu'elles vont passer, elles vont amener de la valeur, elles vont proposer des solutions et donc, du coup, engager une relation avec leurs clients qui est bien plus productive et bien plus efficace que ce qu'elles pouvaient faire jusqu'à présent. Et ça, c'est des retours concrets. Donc, pareil, ce n'est pas franchement du mesurable, mais dans le mode SaaS, on parle beaucoup de lifetime value. Je pense que ça augmente et ça rejoint ce que disait Jérôme. Le lifetime value, la proposition de valeur de l'entreprise augmente beaucoup quand ces KPI sont justes, clairement communiqués et quelque part ne coûtent plus à produire. Donc, ça, c'est des choses importantes aussi. Merci. Je vais vous remercier parce qu'on vient de… Voilà, il est 12h30. On est arrivé au bout de ce webinaire. On espère que ça vous a apporté des réponses, que ça vous a donné envie de vous inscrire à Digital Synthèse pour participer à ces événements et partager autour de ces thématiques. Dans tous les cas, nous, on se fera un grand plaisir de pouvoir vous impliquer. Vous l'avez vu, Antoine, Jérôme et Simon sont complètement ouverts aux échanges. Et ce qui est plutôt sympathique pour nous, en tout cas, c'est qu'on a 3 sociétés indépendantes qui parlent des mêmes sujets avec une totale bienveillance et une vraie volonté de transparence. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on souhaite partager au sein de la Factory. Simon, je t'ai vu lever le doigt, non ? Oui, juste dire que s'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir abordés, c'est l'aspect collaboratif du cluster aussi. N'hésitez pas à les proposer, à les suggérer. Et c'est à mon sens le rôle de la Factory que de trouver des intervenants ou des manières d'y répondre. Donc, n'hésitez pas, soit maintenant sur le chat, soit par mail. Vous avez nos mails, nos coordonnées. N'oubliez pas, vous avez le mail d'Anne qui peut centraliser l'ensemble des retours puisqu'elle vous l'a laissé sur le chat. Je vais vous repartager, si vous ne l'avez pas, les mails des intervenants, donc de Simon, Antoine et Jérôme. Vous puissiez en prendre note si vous en avez besoin. Ce qu'on avait dit aussi, c'est qu'étant donné qu'on a, je pense, vos adresses, si vous en êtes d'accord, de vous envoyer aussi un sondage sur les sujets qu'on avait envisagés pour voir si ça vous intéresse. On en avait parlé. Voilà. Okay. Et puis, peut-être annoncer la prochaine Factory.
Prochain Donc, la rendez-vous? prochaine date, c'est le 26 mai. On sera autour des sujets de valorisation des open data. Donc, pour l'instant, il y a Jérôme qui s'y colle, mais on cherche s'il y a d'autres personnes qui sont très intéressées par ces sujets de valorisation d'open data. On est très ouvert à de la participation, de la contribution. Donc, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci Bonne à vous. journée à vous tous. Bon appétit. Très Bonne journée, bientôt. bon appétit.